En quelques mots, quelles sont les principales forces et faiblesses de notre justice commerciale? La justice commerciale telle que nous la connaissons aujourd'hui a d'abord comme force principale de s'inscrire dans l'histoire. Elle existe depuis 6 siècles et je crois que c'est en 1419 que la première juridiction commerciale a été créée à Lyon. Et elle correspondait à un besoin, et ce besoin existe toujours, c'est-à-dire avoir une justice qui est conforme aux pratiques, aux attentes des commerçants au sens large, et c'est une justice, et sa force principale, qui est donc adaptée à cette catégorie particulière de litiges que sont les litiges commerciaux. Voilà. Alors, s'il fallait trouver des faiblesses, on pourrait également se replacer dans un contexte historique et observer que lorsqu'elle a été créée, au fond, les opérations étaient assez simples et la procédure était assez simple. Aujourd'hui, la procédure civile, c'est extraordinairement compliqué et les opérations économiques, financières, sont elles-mêmes désormais extrêmement sophistiquées. Et par conséquent, la faiblesse, peut-être, de la justice commerciale, c'est de ne pas avoir les outils à la fois juridiques et économiques suffisants pour appréhender ces litiges qui sont aujourd'hui souvent extrêmement compliqués et qui mettent en jeu parfois des centaines d'emplois, notamment dans les procédures collectives. Les rapporteurs de la mission parlementaire sur le rôle de la justice commerciale n'ont pas réussi à parvenir à un accord à propos de l'échevinage. Quel est votre avis sur cette question? Peut-être, avant de vous répondre sur cette proposition, qui est l'une des 30 propositions de ce rapport, on pourrait quand même relever qu'il s'agit d'un rapport d'une qualité exceptionnelle, un travail remarquable qui a été fait par l'Assemblée nationale, et je crois que c'est un travail qui rend honneur, qui fait honneur à l'Assemblée nationale. Le Parlement est souvent décrié dans notre pays, donc lorsqu'il travaille bien, je crois qu'il faut quand même le souligner. C'est un rapport qui est une source d'informations extrêmement riche et dans lequel de multiples propositions sont faites, après des auditions innombrables de spécialistes ou de connaisseurs ou de praticiens de la justice consulaire. Parmi toutes ces propositions, il y en a une sur laquelle se cristallise le débat, c'est celle de l'échevinage, c'est-à-dire de la présence dans les juridictions commerciales de magistrats aux côtés des juges consulaires, des juridictions mixtes. Je pense d'abord qu'on ne doit pas envisager l'échevinage de manière imposée. Tout doit se faire dans la concertation avec les principaux intéressés que sont les juges consulaires. Ça, je crois que c'est très important. Et il ne faut surtout pas qu'ils se sentent stigmatisés. L'idée qu'on avait proposée dans un rapport que j'ai co-rédigé dans le cadre du think tank du club Droit, Justice et Sécurité, un rapport que nous avons remis le 7 décembre dernier, c'était de commencer par un échevinage dans un certain type de litige que sont les procédures collectives exclusivement. Pourquoi? Parce que dans les procédures collectives sont en jeu d'autres intérêts que les intérêts des seules parties à la procédure. Et notamment les intérêts des tiers, les intérêts des créanciers individuels, des créanciers institutionnels, etc. En plus, les procédures collectives sont quand même, relèvent d'un droit extrêmement sophistiqué, difficile à mettre en œuvre, et avoir un magistrat spécialisé qui va apporter son regard peut-être un peu plus juridique, complémentaire du regard qui sera apporté par le juge consulaire, qui est un regard plus économique, je crois que tout le monde y gagnerait à la complémentarité des regards, au croisement des compétences sur les procédures collectives elles-mêmes. Mais j'ajoute que cet échevinage en première instance devrait s'accompagner, s'il était retenu, en tout cas c'est la proposition que nous avions faite, d'un échevinage également en appel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a un système qui est un peu étonnant, où au fond les litiges de première instance sont jugés par des juges consulaires plutôt de tradition économique, et les mêmes litiges, lorsqu'ils viennent en deuxième degré de juridiction en appel, sont jugés par des juges qui vont, eux, appliquer un critère exclusivement juridique. Donc on a des regards qui sont très différents, et il tient quasiment du miracle qu'ils apportent la même solution. Donc l'idée, c'est de croiser les compétences, d'avoir des magistrats professionnels en première instance, des juges consulaires en appel, et de créer comme ça des regards à la fois convergents et qui font appel à des critères communs. La possibilité d'un dépaysement de l'affaire est également proposée. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, la conférence générale des juges consulaires a proposé dans le cadre de la réforme, des discussions qui sont en cours, notamment à la chancellerie,
une application étendue de l'article L622-2 du Code de commerce qui, au fond, permet de pallier une des difficultés des tribunaux de commerce, c'est lorsque une affaire a un fort impact local, de la faire dépayser. C'est la solution qui est proposée, c'est une bonne solution, incontestablement. Est-ce que c'est une solution suffisante? Je n'en suis pas certain. Et on a vu des exemples, notamment dans l'Est de la France, où en réalité, on a des conflits de dépaysement entre premiers présidents de cour d'appel qui ne sont pas d'accord pour dépayser l'affaire. Voilà. Donc je pense que c'est un premier niveau de réponse, mais un niveau qui est probablement insuffisant. Dans votre rapport du club Droit, Justice et Sécurité, vous indiquez qu'un renforcement de la présence du ministère public est nécessaire. Pourquoi? Au fond, ça fait partie de l'angle qu'on a adopté, qui est un angle général. C'est-à-dire que nous avons considéré qu'il n'y aurait pas de réforme possible de juridiction consulaire sans une réforme globale, et notamment de l'ensemble des acteurs du procès commercial. Alors, il y a évidemment les parquets, je vais y revenir, mais il y a aussi les greffiers des tribunaux de commerce qui, comme vous le savez, sont des professions privées, ce qui est une spécificité par rapport aux autres greffiers. Il y a la question des administrateurs judiciaires, il y a la question effectivement du statut des juges consulaires, qui est un statut qui doit être d'ailleurs revu et probablement renforcé. Et puis, donc, il y a la question du parquet. Aujourd'hui, le parquet n'a pas les moyens matériels suffisants pour être présent, comme probablement il devrait l'être, dans les instances commerciales, en première instance. Et par conséquent, il faut trouver les possibilités de favoriser cette présence. J'étais encore lundi dernier dans une réunion à la chancellerie à ce sujet, et une des difficultés est notamment que les parquetiers sont souvent insuffisamment formés sur les questions économiques complexes qui sont soulevées devant les juridictions consulaires, et qu'il faut donc renforcer leur formation à l'ENM, soit en formation initiale, soit en formation continue, pour qu'ils puissent appréhender les difficultés d'un dossier complexe, de procédure collective par exemple, au même niveau que les autres protagonistes du dossier.